Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. Les vaccins sont-ils vraiment sûrs? Sont-ils toujours utiles? À l'heure où le gouvernement se penche sur l'obligation vaccinale de la population, les Français sont de plus en plus méfiants. Une méfiance ou tout du moins des interrogations que se pose également une partie des médecins généralistes. Et puis, il y a cette succession d'études qui paraissent pour dénoncer les effets secondaires d'un vaccin, souvent contredites quelques mois plus tard par d'autres études qui dédouanent ce même vaccin. Alors, au-delà de l'innocuité de ces produits, c'est toute la politique vaccinale de la France qui est remise en cause, soupçonnée de servir non pas la santé publique, mais l'industrie pharmaceutique. Alors pour débattre de ce thème passionnant sans pour autant faire dans le débat passionné, notre invité aujourd'hui est le professeur Bruno Lina. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes virologue, chercheur et directeur du laboratoire de virologie pathologie humaine de Lyon. Également invité dans cette émission Brigitte Bègue, bonjour. Donc vous êtes journaliste spécialiste santé et auteur du livre Vaccin, le vrai du faux, un livre très concis et très clair qui présente ce sujet ô combien brûlant, sans dogmatisme pro ou anti-vaccin. Et à force de travailler sur ce sujet, vous êtes devenue une vraie experte. Et donc vous serez notre experte de cette émission La Voix est libre. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Dans quelques minutes, le docteur Anne-Sophie Renaud-Baron, responsable du Centre de santé et de prévention de Lyon, nous rejoindra également sur ce plateau. Première question pour planter le décor, professeur, très succinctement. Un vaccin, c'est quoi? Ça marche comment? Un vaccin, c'est un produit qui, lorsqu'il est administré à une personne, apprend à cette personne à lutter contre une infection. En pratique, si vous prenez par exemple le vaccin contre la polio, le vaccin contre la polio est un vaccin qui ne donne pas la polio, mais qui ressemble au virus de la polio. Quand on l'administre à quelqu'un, eh bien, cette personne va développer une réponse immunitaire post-vaccinale, qui est en fait une réponse qu'on doit faire pour lutter contre l'infection. Cette réponse immunitaire post-vaccinale, c'est une façon à un organisme d'apprendre à lutter contre un pathogène sans être infecté par ce pathogène. Pour que lorsque la personne va être exposée à ce virus ou à ce pathogène, finalement, on ait déjà appris à fabriquer des anticorps, à lutter contre l'infection. Voilà, on le reconnaît et on tue l'agent infectieux avant d'être malade. Pour une grande partie des vaccins, il s'agit aussi parfois de la peau du vaccin, l'enveloppe du vaccin qui contient une protéine antigénique. Voilà, il peut y avoir différentes stratégies de vaccination. Parfois, on utilise les protéines de surface, parfois on utilise la membrane du virus, parfois on utilise une protéine qui est une toxine, comme pour le tétanos par exemple, ou on utilise des vaccins vivants qui sont des virus pour lesquels on a enlevé tout pouvoir pathogène, mais qui ont gardé la même immunogénicité et sont capables de vraiment ressembler à un virus pathogène sans avoir les facteurs de pathogénicité. Donc c'est un produit actif, on est d'accord. Et il y a également des additifs dont on parlera un peu plus tard. Certains vaccins ont des additifs, parce que des adjuvants. De temps en temps, quand on utilise des protéines simplement pour immuniser quelqu'un, la réponse immunitaire qu'on obtient n'est pas suffisamment forte pour réellement donner une protection. Et dans ces conditions, on utilise un artifice qui s'appelle l'adjuvant, qui va donner à ce qui est lié à cette protéine immunisante, va permettre de vraiment entraîner une très forte immunisation et donc après installer une protection efficace. On va un peu secouer le système immunitaire pour le dire « regarde, il y a quelque chose que Exactement. On met un spot sur l'antigène en disant c'est ça qu'il faut aller regarder. Très bien. On va faire un point sur la politique vaccinale en France. Et là, je me tourne vers ma consoeur Brigitte Bègue. Quels vaccins sont obligatoires en France et quel est ce calendrier vaccinal? D'accord. Donc, on a 3 vaccins obligatoires en France. Le DT polio, c'est-à-dire diphtérie, poliomyélite et tétanos. Ça, c'est les 3 vaccins obligatoires. Ils font partie donc du calendrier vaccinal. Indépendamment de ces vaccins obligatoires, il y a des vaccins recommandés. Tous les autres, en fait, sont recommandés. Donc, c'est l'aurore, rubéole, oreillon, rougeole. C'est la coqueluche, c'est le vaccin contre l'hépatite B. C'est le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, etc. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve plus, pour rentrer directement dans la polémique, on ne trouve plus en France, pour les enfants de moins de 6 ans, que les vaccins obligatoires. Pour qui la DTP est obligatoire. DT polio, c'est-à-dire que ces vaccins sont mélangés à d'autres valences, qui sont les vaccins recommandés dont je vous ai parlé. Et il y a des parents qui s'interrogent sur la légitimité de faire ça et qui voudraient éventuellement ne faire que les vaccins obligatoires à leurs enfants. Mais depuis 2008, on ne trouve plus sur le marché de vaccins, les seuls vaccins obligatoires. Il faut savoir aussi qu'en France, avec l'Italie
et la Belgique, on est un des pays d'Europe où il y a le plus de vaccins, où demeure cette obligation vaccinale. Les autres vaccins, les autres pays, et notamment en Europe du Nord, ont des vaccins recommandés. Recommandés simplement, donc il n'y a pas obligation. L'obligation, ça veut dire que pour les enfants, ça veut dire que si vous rentrez, c'est cela, si vous rentrez en collectivité, c'est-à-dire à la crèche, à l'école, etc., et on demande à ce que les enfants aient les vaccins, il faut avoir la preuve qu'ils aient été vaccinés, sinon les parents sont passibles de sanctions. Et c'est ce choix, en fin de compte, où on n'a plus le choix, on est obligé d'avoir les 6 vaccins et non pas les 3 qui suscitent beaucoup de polémiques au niveau de certaines associations. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des parents qui ont été... où il y a eu un jugement qui a été rendu pour des parents qui n'ont pas voulu faire vacciner justement leurs enfants dernièrement, mais on y reviendra parce que... On y reviendra à la politique vaccinale de la France, on y reviendra en deuxième partie avec le professeur Lila. Je me retourne vers vous, vous êtes un grand spécialiste en tout cas de la grippe, vous êtes toujours invité sur nos plateaux quand on est dans une épidémie grippale. On va parler de celle de cette saison, elle a été complètement ratée la vaccination puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été très malades, même vaccinés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il y a eu une très grosse épidémie de grippe cet hiver. Cette très grosse épidémie de grippe est liée au fait qu'il y a eu un nouveau virus qui est apparu et que ce nouveau virus, qui était un virus H3N2, était, pour rentrer dans des termes un petit peu techniques, un variant, c'est-à-dire un virus qui avait muté par rapport au virus qui était dans le vaccin. Et de fait, la protection vaccinale contre ce virus, un des 3 qui sont dans le vaccin, était moins bonne que celle qu'on espère avoir. En général, on a une efficacité vaccinale qui est aux alentours de 65-70% pour le vaccin contre la grippe. Et contre le virus H3N2 de cet hiver, il n'y avait que 30% d'efficacité vaccinale, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on attendait. Ceci est lié au fait que ce virus de la grippe, il évolue en permanence, comme je vous l'explique chaque hiver, effectivement. Et lorsqu'on prépare la composition vaccinale, on le fait 6 mois avant que l'épidémie commence, parce que c'est le délai qu'il faut pour préparer le grand nombre de doses qu'il va falloir administrer à tous ceux. Et en 6 mois, le fameux virus, il a changé. Exactement. C'est-à-dire que c'était plus la même photo que avait donnée l'organisme, et donc du coup, il n'a pas reconnu. Au mois d'avril-mai, le virus a changé, il a fait cette mutation, et comme vous le dites, l'immunisation qui a été induite par le vaccin était insuffisante pour protéger complètement contre le virus qui a circulé. C'est une affaire qui des personnes fragiles. Beaucoup de personnes âgées sont mortes cet hiver à cause de la grippe. Oui, alors maintenant, il faut être aussi tout à fait objectif. Parmi ceux qui sont morts de la grippe, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas vaccinés. C'est-à-dire que quand on a pris les 1500 cas qui sont allés en réanimation intensive parce qu'ils avaient une grippe grave, 85% d'entre eux étaient des gens fragiles. Ce qui montre bien que le virus de la grippe donne des formes graves chez les fragiles. Plus de 60% d'entre eux n'étaient pas vaccinés, alors qu'ils étaient dans les recommandations vaccinales. Donc on voit bien aussi que le fait de ne pas avoir été vacciné augmentait, même quand on a un vaccin modérément efficace, le risque de faire des formes très graves. Ils ont perdu des chances en n'étant pas vaccinés, même avec un vaccin qui n'était pas efficace. On comprend bien que vous êtes un fervent défenseur de la vaccination. Non, mais c'est très objectif. C'est très objectif aussi. Brigitte, on retourne... Je peux rebondir bien sûr. Voilà. Sur le vaccin contre la grippe, il y a effectivement l'histoire du virus qui mute tous les ans et pour lequel il est difficile. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner tous les ans. Voilà. Il y a aussi un autre aspect qui n'a pas été évoqué, qui est que finalement, on manque peut-être d'études indépendantes sérieuses pour évaluer ce vaccin. Je me réfère là à l'Institut Cochrane qui regroupe des experts indépendants et qui a fait une analyse de toute la littérature scientifique sur la vaccination grippale, justement, et qui montre que finalement, l'efficacité du vaccin contre la grippe, elle est parfois incertaine chez les populations chez qui elle est recommandée, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 et surtout de plus de 75 ans. C'était très clair que, par exemple, pour les gens qui étaient atteints de BPCO, là, il y avait une efficacité. C'est la bronchite chronique. C'est un facteur aggravant de la grippe. Voilà, les gens risquent des complications, etc. Donc là, c'était positif, il n'y avait pas de problème. C'était beaucoup plus délicat pour les gens qui n'avaient pas forcément de facteurs de risque particuliers. Juste pour répondre à ça, en fait, il y a une seconde étude qui est sortie, on est bien dans votre thème, qui s'appelle Cochrane Revisited, qui a repris les mêmes études que la Cochrane et qui a démontré que l'analyse faite par la Cochrane était erronée. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas analysé comme il fallait l'ensemble des données et qu'en reprenant les données, en faisant une analyse plus
fine, c'est-à-dire en n'agrégeant pas trop de critères de jugement en même temps, on démontrait une efficacité vaccinale. Donc voilà, la Cochrane Revisited, qui est sortie il y a environ 6 mois maintenant, montre au contraire que le vaccin contre la grippe est efficace. Vous voyez, on est en plein Quand je disais les études contradictoires, on est vraiment en plein dedans. On va parler un petit peu du bénéfice-risque, puisque c'est ça qui décide de la recommandation d'un vaccin ou pas. L'actualité récente a mis un de ces vaccins sur la sellette, celui de gastro-entérite à rotavirus, vaccin prescrit aux nourrissons et qui permet d'éviter les gastro-entérites pendant les 3 premières années de la vie et donc d'éviter que le bébé se déshydrate trop. La déshydratation d'un nourrisson peut être très vite mortelle. Alors que ce vaccin était en passe d'être inscrit au calendrier vaccinal et donc de bénéficier de remboursement de la sécurité sociale, machine arrière du comité technique de vaccination à cause de la sortie d'une étude qui démontre que sur 1 million de doses vendues en 8 ans, il y a eu 500 effets secondaires graves, dont 200 très graves, avec des formes d'occlusion intestinale, et 2 décès. Alors, on va faire une analyse purement chiffrée de ces données. Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, que derrière ces chiffres se trouvent des vies humaines, et que si ces cas graves concernaient nos propres enfants, je ne pense pas qu'on les aborderait de cette façon aussi détachée. Mais si on les analyse, comment penche le rapport bénéfice-risque sur 1 million de vaccins en 8 ans, 2 décès, 200 cas très graves, professeur Lina? C'est tout l'enjeu d'une vaccination. La vaccination, une stratégie de vaccination, c'est une stratégie de santé publique qui est prise à l'échelle nationale et qui concerne l'action individuelle répétée de vaccination de façon à faire réduire un risque collectif. La difficulté aujourd'hui dans nos sociétés qui sont très individualistes, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait une adhésion de beaucoup pour faire une couverture vaccinale efficace. La deuxième chose, c'est qu'il est clair que un acte de vaccination, et historiquement, quand on revient sur le vaccin rotavirus, il y avait déjà eu des effets secondaires similaires qui avaient été rapportés par un autre vaccin similaire, et qui avait été retiré du marché parce que c'était beaucoup plus fréquent que maintenant. On sait qu'au cours des infections intestinales de l'enfant, il est observé, vaccination ou pas, des invaginations intestinales. Et ça fait partie des causes de décès de l'enfant, en particulier en France. Mais quand il est atteint par ce virus-là. Pas seulement par ce virus, il y a plein de causes d'invagination intestinale. Et aujourd'hui, c'est un diagnostic qui est assez simple, mais il faut avoir une intervention rapide parce que sinon, effectivement, les enfants peuvent mourir. Quand on replace ça dans un contexte, cette fois-ci, de santé publique générale, l'objectif de la vaccination contre le rotavirus est un objectif collectif de réduction de coûts. C'est simplement avoir un système qui permet, en utilisant un vaccin, de réduire le coût de santé que génère la diarrhée à rotavirus chez les enfants. Je vous dis ça en France parce qu'au bout du compte, en France, personne ne meurt les enfants ne meurent pas de diarrhée à rotavirus parce qu'on a des systèmes de réanimation qui réhydratent les enfants qui font des diarrhées sévères, à l'inverse de ce qui se passe dans les pays moins développés. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le vaccin rotavirus est un vaccin de confort. Je vous dis que le vaccin rotavirus des enfants, c'est un vaccin qui évite les diarrhées de l'enfant, qui évite les épidémies de diarrhée et qui, lorsqu'il est utilisé à très large échelle, comme ça l'est fait dans d'autres pays qu'en France, on voit disparaître les épidémies de diarrhée. Complètement. C'est ce qui se voit au Mexique. Il n'y a plus d'épidémie de diarrhée au Mexique parce qu'ils ont vacciné tous leurs enfants. Après, la surveillance de ces vaccins et l'innocuité de ces vaccins nous impose de regarder quel est le bénéfice et le risque, et est-ce qu'on admet que le risque qui est, comme vous le disiez, aujourd'hui sur les premiers millions de vaccinés d'avoir 2 décès et 500 cas d'effets secondaires graves est acceptable par rapport au bénéfice qui est la réduction du nombre de diarrhées, d'hospitalisations, de complications post-hospitalisation, etc., etc. Donc c'est une discussion qu'il faut avoir. Mais en tout cas, quand on sort du contexte franco-français, le vaccin contre le rotavirus est quelque chose qui est bénéfique pour la santé à l'échelle planétaire et quelque chose qui va réduire la mortalité infantile de façon très significative. Alors, sur le reste, là, on va reparler de la France, effectivement, 1 million de doses distribuées, 2 décès, et aussi une espèce de valse hésitation des autorités de santé qui disent on le met au calendrier, on le met pas, on le met au calendrier, on le met pas. Et en 2013, il était question qu'ils le mettent au calendrier, et puis
cette étude survient et du coup, machine arrière, on le met plus. Alors, c'est un petit peu normal que oui. maintenant on prenne un peu de recul. On a des données qu'on n'avait pas. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est à force d'expérience qu'on apprend mieux. Et là, on a donc collecté ces informations, on observe ce qui se passe. Il faut qu'on regarde s'il y a un lien de causalité directe entre l'un et l'autre, pour qu'on aille jusqu'au bout de l'analyse. Et après, on pose les choses sur la table en disant, voilà, le risque est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait quand même une forte pression, notamment de certains députés en 2009, pour qu'on l'inscrive très très rapidement, alors qu'il était disponible depuis 2007 au calendrier vaccinal. Et donc, la députée européenne Michèle Rivasi, que nous avons interviewée alors qu'elle était à Bruxelles, s'interroge, elle, sur cet empressement politique à l'inscrire dans le calendrier vaccinal, avant même d'être sûre que les effets secondaires ne sont pas dangereux. On l'écoute. Sous la poussée de M. Cahuzac, qui était député à l'Assemblée nationale, qui a posé une question écrite pour dire qu'il faut aller très vite, sous l'influence des lobbies pharmaceutiques. Et là, on était prêt à le recommander. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a 2 bébés qui sont morts, qui n'avaient pas été recensés parce que les laboratoires pharmaceutiques l'avaient bloqué. Il y a plus de 508 effets secondaires. Alors, quelle est votre position ? Pourquoi il n'y a plus de confiance ? Parce que vous voyez que les spécialistes qui demandent à ce qu'on vaccine, le comité technique de la vaccination, même au niveau de la haute autorité sanitaire, eh bien on s'aperçoit que ces gens, ils sont bourrés de conflits d'intérêts. Et monsieur Lina, vous n'êtes pas très clair sur les conflits d'intérêts. Alors est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il y ait un vaccin contre les conflits d'intérêts au niveau des spécialistes comme vous ? Voilà, elle n'est pas tendre avec vous. Hein. Non. Et puis alors, pour le coup, moi, je suis extrêmement clair sur mes conflits d'intérêts. En fait, j'ai reçu un courrier aujourd'hui de l'Institut de veille sanitaire à propos de mes conflits d'intérêts qui dit que dans mes activités, je n'ai pas de conflit d'intérêts significatif. Donc, je pourrais envoyer le courrier à Mme Rivasi. Eh bien, je pense qu'elle sera ravie de le recevoir. Et voilà, les choses... Après, bon, on peut croire, on ne peut pas croire, mais l'Institut de veille sanitaire, a priori, c'est quand même une institution qui, justement, est là pour surveiller de près les liens d'intérêt et les conflits d'intérêt. Ne confondons pas non plus liens d'intérêt et conflits d'intérêt. Concernant et puis c'est la même chose pour le comité technique de vaccination. Je crois qu'il y a vraiment un procès d'intention qui est fait, qui est aujourd'hui erroné. Parce qu'il y a une surveillance aussi très précise. Madame Rivasi devrait se tenir au courant. Après, concernant la vaccination à rotavirus, j'ai un petit peu expliqué, on peut revenir sur ce que j'ai dit, mais au bout du compte, on sait aujourd'hui qu'il y a un intérêt potentiel à cette vaccination, qui même est un France, intérêt on ne meurt pas vraiment de gastroentérite. On n'arrête pas de dire qu'il y a trop de dépenses au niveau de la sécurité sociale. C'est une façon de faire des économies en évitant des diarrhées de l'enfant. Quand vous avez des parents qui sont au chevet des enfants, qui sont mal parce qu'ils sont tout petits et qui font des diarrhées où ils perdent plus de 10% de leur poids, je peux vous dire que les parents ne sont pas rassurés. Ils ont peur. Donc ça n'est pas une vaccination de confort. Et on ne vaccine contre le rotavirus que les très petits enfants, parce que ces enfants ont un système immunitaire immature et que s'ils font une infection, ils peuvent faire des infections gravissimes. Heureusement qu'on est capable de les réanimer, heureusement qu'on est capable de les réhydrater, sinon, comme dans les pays pauvres, ils mourraient de cette infection. Toutes ces études qui informent des effets secondaires, des associations donc de plus en plus nombreuses et organisées, s'en servent pour lancer régulièrement des alertes grâce à Internet et aux réseaux sociaux pour dénoncer les effets secondaires graves que, selon elle, les autorités tairaient. Mais il faut dire que ces études qui sortent à un rythme régulier se contredisent souvent, ce qui installe un doute durable dans la population et provoque une crise de confiance qui touche aujourd'hui même une partie des médecins. Regardez cette phrase. Selon une enquête de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, l'adresse, cela indique que même s'ils sont très majoritairement favorables à la vaccination, un quart des médecins généralistes doutent de leur utilité. Et un pourcentage plus important encore estime que l'on vaccine trop les enfants. Alors, pour en discuter justement, pour poursuivre le débat, j'invite un médecin, le docteur Renaud Baron, à nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes responsable santé du CDHS, c'est le centre de santé de prévention du Rhône à Lyon, un centre où tous ceux qui souhaitent se faire vacciner peuvent le faire gratuitement pour les vaccins inscrits au calendrier. Vous êtes donc en contact permanent avec des patients. Alors vous faites clairement pas partie des médecins qui doutent de la vaccination. Qu'est-ce que les patients vous disent? Est-ce qu'ils vous semblent plus suspicieux? Non, absolument pas. Ils ne sont pas suspicieux. Donc effectivement, je suis responsable de centres de vaccination publics qui sont financés par l'État.
en l'occurrence par l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes. Il en existe dans tous les départements. Ils sont portés soit par des structures hospitalières, soit par des structures associatives comme la nôtre. Quand les gens viennent se faire vacciner, c'est qu'ils ont une demande spécifique de vaccination, un rappel de vaccination à faire. Ils le font, donc c'est gratuit et c'est les vaccins qui sont inscrits au calendrier. Mais est-ce que depuis quelques années, ils ne posent pas plus de questions ? On a eu quelques difficultés après l'épidémie de grippe H1N1, c'est-à-dire après 2009, où effectivement on a eu une petite diminution d'activité, une baisse de fréquentation dans nos centres, mais ça a été ainsi aussi auprès des médecins généralistes. C'est vrai que la campagne de grippe H1N1, la communication n'ayant pas été très, très favorable, cela a mis un doute sur l'ensemble des vaccinations. Mais cela n'a pas duré, puisqu'actuellement nous voyons plus de 15 000 personnes dans nos différents centres qui viennent se faire vacciner, sachant qu'on a démarré en 2006 avec 4 000 personnes. Donc vous voyez que le nombre ne cesse d'augmenter. L'engouement pour la vaccination est remonté. Malgré tout, vous disiez à un moment, il y a des réticents, il y a des hésitants. Alors, les réticences par rapport à l'hépatite B que vous avez évoquées peuvent être effectivement le cas dans les structures de protection maternelle infantile pour les petits, où les parents effectivement estiment qu'il y a suffisamment de vaccinations obligatoires ou recommandées à pratiquer, et ils préfèrent différer la vaccination contre l'hépatite B. Donc nous recevons des adolescents, des adultes qui, parce qu'ils doivent partir en voyage, parce qu'ils ont une activité professionnelle qui les oblige à se faire vacciner, vont venir se faire vacciner sans aucune réticence dans nos différents centres. Brigitte Beg, vous trépignez, vous vouliez réagir ? Non, je trépigne pas. Juste pour compléter, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une diminution il y a une défiance qui augmente de la population par rapport à la vaccination. Je m'en suis rendu compte donc au cours de cette enquête pour écrire le livre. Elle augmente, elle est environ de 30%. Et là, quand je suis venue, je lisais dans le train le magazine de l'INSERM, qui est tout à fait officiel et sérieux, et qui disait 40% de défiance par rapport à la vaccination, ce qui m'a paru énorme, parce que moi j'en étais restée à peu près 30% il y a un an. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui ont été anti-vaccination depuis que la vaccination existe. Ces gens-là, c'était une frange de la population. Voilà, le nombre est à peu près stable, 2 à 3%. Parce qu'on parle toujours des anti-vaccins, etc. Donc je voudrais un peu faire un petit point là-dessus. Ils ne sont pas tous ayatollahs anti-vaccins. Non, 2 à 3%, c'est à peu près stable. Et ça a toujours existé. Ce qui augmente, ce sont les gens qui hésitent à faire vacciner. La plupart du temps, c'est des parents qui sont souvent jeunes, qui habitent en ville et qui sont diplômés et qui s'interrogent, qui se posent des questions et qui ne trouvent pas forcément en face des réponses, parce que les médecins, peut-être vous aborderez ce sujet tout à l'heure, je ne sais pas, mais les médecins se posent aussi, ne savent pas bien, ne sont pas forcément très bien informés non plus sur les vaccins, sur les effets indésirables, etc. Et puis, il y a eu quand même l'histoire de l'hépatite B, de la vaccination hépatite B. Il y a eu donc des doutes avec des maladies auto-immunes. Il y a eu la grippe H1N1 avec la gestion assez calamiteuse. Calamiteuse de la communication, absolument. Effectivement. Il y a eu dernièrement les polémiques autour d'effets indésirables graves suite au vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Tout ça fait monter la défiance. Et puis, c'est le système de santé en général qui est interrogé, parce qu'il y a eu le Mediator, les pilules de nouvelle génération. Enfin, tout ça se mélange un peu et les gens sont de plus en plus méfiants. Et bon, c'est très bien. Docteur Professeur, vous avez l'air de dire que tout va bien, justement, que non, la vaccination remonte. Moi, ce que dit Brigitte m'interroge. Dernier baromètre santé de 2014, 80% des Français sont favorables à la vaccination, alors qu'il n'était que 60% en 2010. Après l'incident de H1N1, oui. Voilà. Mais... Donc 80%, c'est la grande majorité de nos concitoyens. Des médecins qui doutent, 25% des médecins qui Dans doutent. l'étude de l'adresse que vous avez citée tout à l'heure, portée par l'INPES, 97% des médecins généralistes. Je l'ai dit aussi, la majorité sont favorables, mais 25% doutent de l'utilité de certains de ces vaccins. Parce que, en fait, je pense qu'il y a ce problème et cette ambiguïté de vaccination recommandée et obligatoire que vous avez évoquée, madame. Et effectivement, il faut qu'on sorte de cette impasse pour que l'ensemble des vaccinations deviennent recommandées. Ça effectivement éviterait les parents qui ne souhaitent pas avoir les fameuses valences qui sont non obligatoires de pouvoir se faire vacciner. Les usagers croient que à partir du moment où un vaccin
est recommandé, il est moins important qu'un vaccin dit obligatoire. Or, c'est faux. Donc, il faut absolument que l'État s'empare de cela, le gouvernement, pour instaurer un débat public avec des usagers, oui, pour que peut-être l'ensemble des vaccinations deviennent recommandées, ce qui permettrait probablement encore une meilleure adhésion des usagers à la vaccination et aussi des médecins généralistes qui peut-être, quelques-uns encore, restent sceptiques. On en reparlera un petit peu plus en détail dans la deuxième partie. Professeur Lina, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est-à-dire que je pense que toutes les deux, vous avez un discours qui est complémentaire et qui est proche de la réalité, parce que effectivement, les anti-vaccinaux vrais, ils sont très marginaux, et en fait, ils sont tellement marginaux qu'ils ne sont pas crédibles. Derrière, il y a beaucoup d'agitation, il y a de plus en plus de gens qui nous prêtent l'oreille quand même. Hein. Oui, mais vous savez, effectivement, c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup de messages sur Internet, mais quand vous demandez aux gens qui lisent ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, ils disent que c'est n'importe quoi, et ils ont raison. La deuxième chose, c'est que ça leur fera plaisir. Il y a des doutes, effectivement, il y a un nombre de personnes qui doutent. Des questions qui se posent. Enfin, et particulièrement, je me pose des questions moi aussi quand on me dit voilà, il faudrait vous faire vacciner contre l'hépatite B, ou votre fille pour contre le cancer de l'utérus, le papillomavirus. Oui. Alors c'est des choses, je me pose des questions. C'est difficile d'avoir une réponse qui est une réponse qu'on vous donnera en 15 secondes, parce que si vous voulez vraiment avoir le panorama complet, il faut expliquer que la vaccination contre le papillomavirus, ça permet de réduire le risque de cancer du col. C'est pas un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, c'est un vaccin qui réduit le risque lié à certains des virus qui provoquent ce cancer, et que quand on vaccine les gens, non seulement on protège la personne vaccinée, mais on va protéger les contacts de la personne vaccinée, puisqu'elle ne sera plus cette personne vecteur du virus qui, par le biais de la transmission sexuelle, va aller se diffuser aux différents partenaires. Une personne vaccinée ne jouera pas de rôle dans la chaîne de diffusion. La difficulté avec le vaccin d'HPV, du papillomavirus, c'est que les effets de ce vaccin, on le verra dans 15 ans, dans 20 ans. On ne le verra pas avant. On ne pourra pas le voir avant, puisque c'est le temps d'incubation. Après, il y a aussi autre chose, c'est que pourquoi est-ce que nos aînés avaient une telle adhésion à la vaccination ? C'est parce qu'ils avaient vu les épidémies, ils les avaient vécues, les épidémies. Et je peux vous dire que j'ai des photos où on voit les gens qui font la queue dans la rue pour être vaccinés. Parce que pour eux, c'était vital, c'était une façon de survivre à une infection, éviter d'avoir une maladie qui vous paralyse, éviter d'avoir des maladies qui vous tuent. Et aujourd'hui, tout ce risque a disparu. Et les jeunes, justement, n'ont plus l'habitude de la perception du risque. Et donc, de fait, ils ont l'impression que le danger, c'est le vaccin et pas la maladie infectieuse. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les effets du vaccin papillomavirus, en tout cas les effets indésirables. Il y a quand même, sur ce vaccin-là, une dizaine de procès en pénal contre le fabricant du vaccin. Mais on arrive au terme de cette première partie. On la poursuivra juste après le flash de la mi-journée qui vous est présenté aujourd'hui par Julien Sauvadon. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et on commence ce flash par cet accident sur l'autoroute A6 ce matin, près de Anse, à côté de Villefranche-sur-Saône. Un père et ses deux enfants ont été grièvement blessés. Leur voiture s'est encastrée dans un camion. La circulation a été coupée sur l'autoroute pendant quelques heures pour permettre l'évacuation des victimes en hélicoptère. Le pronostic vital de 2 d'entre elles est engagé. Plan social annulé chez Gaillon à Saint-Georges-de-Rainins dans le Rhône. Les salariés de cette usine de plasturgie ont fait plier le fonds d'investissement allemand Dubag. 58 emplois sur 68 étaient menacés. La direction du groupe a finalement opté pour une restructuration qui entraînera le départ volontaire ou à la retraite de 9 personnes. Gaillon, menacé de fermeture, poursuivra donc son activité. C'est la chef de file de la lutte altermondialiste, l'emblème mondial de la préservation de la biodiversité. Vandana Shiva était hier soir à Annonay en Ardèche pour le festival Bio dans les étoiles. Aux côtés de José Bové et de Corinne Lepage, elle est venue soutenir la cause écologique. Sa conférence a attiré plus de 600 spectateurs. Émilie Rousseau, Olivier Denoyel. On lui a donné beaucoup de surnoms. La diva verte, la dame au sari. Mais Vandana Shiva est avant tout une icône altermondialiste, de celle qu'on accueille avec beaucoup d'attention. Une militante professionnelle, de celle qui parcourt le monde pour semer la bonne parole jusqu'en Ardèche. Une superstar de la lutte anti-OGM, de celle qui enchaîne les interviews sans broncher. Je viens par solidarité. Je sais qu'en Europe, les pays où les gens, les agriculteurs peuvent changer les choses sont la France, l'Italie ou la Grèce, parce qu'ils perpétuent la tradition de l'agriculture
Regardez les paysages de cette région. Ce n'est pas un vaste désert, vert et ennuyeux. L'activiste est peu connue en France, mais au Festival de l'alimentation biologique d'Annonay, elle a une aura particulière, celle d'une héritière de Gandhi, partie seule et à pied collecter des semences anciennes sur les chemins de l'Inde, celle d'une scientifique, d'une sage, qui accorde un sourire bienveillant à chacun de ses admirateurs. Elle a cette force sereine, moi je ne l'avais vue qu'en vidéo en fait, donc c'est beaucoup d'émotions de la voir en vrai. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Pour moi, ce qu'elle illustre, c'est quand même des victoires au moins partielles face à des rouleaux compresseurs. Donc j'imagine assez bien que ici, dans des terres un peu combattantes justement sur ces sujets-là, avoir le soutien d'une telle personnalité, c'est super important. Vandana Shiva a contribué à la préservation de plus de 5000 variétés de graines menacées. De conférences en débat, elle prône la désobéissance civile et exhorte chaque citoyen à devenir ce petit rien qui changera le monde. En bref, la privatisation de l'aéroport Saint-Exupéry a reçu cette nuit le feu vert du Sénat. Plus d'infos sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr. Ce n'était pas évident et pourtant ils l'ont fait. Les joueurs de l'Assul Lyon Volley ont décroché hier soir sur leur terrain leur ticket pour les demi-finales de play-off. Ils ont battu Ajaccio 3-7-2. Première manche de la demi-finale vendredi prochain contre Paris. Et on termine avec ces deux naissances qui tombent à pic pour lancer la saison du safari de Peaugres en Ardèche. Impossible de ne pas craquer devant cette petite louve à crinière ainsi que ce petit rhinocéros blanc. Sophie Valsecki, Stéphanie Yvon. Voici le nouveau pensionnaire de poids du parc animalier ardéchois. 1 mois tout juste et déjà 70 kilos. Il a été baptisé UNESCO en référence à la grotte Chauvet voisine, classée au patrimoine mondial, où les peintures rupestres de rhinocéros datent de 36 000 ans. UNESCO, né après 1 an et demi de gestation, est un véritable trésor pour les responsables du safari de Peaugres, car sa naissance ne doit rien au hasard. Ce qu'il fallait, c'était simplement déplacer des animaux, former d'autres familles, changer un peu, mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va dire, pour arriver à former des couples qui fonctionnent. Et là, ça a fonctionné, puisque c'est la deuxième naissance de rhinocéros blanc qu'on a au safari de Peaugres. Le petit rhinocéros blanc n'est pas le seul bébé du parc cette année. Il doit partager la vedette avec un loup. Pampa, la louve à crinière, est née en février. Facétieuse et joueuse, elle ne se laisse pas facilement photographier, mais elle remporte déjà tous les suffrages auprès des enfants. Parce qu'il est joli et je l'avais jamais vu. Qu'est-ce qui vous séduit ici ? La tête de ma fille quand elle voit les animaux. Voilà. La saison dernière, le parc a attiré 280 000 visiteurs, dont la grande majorité est venue de la région. C'est la fin de ce flash, on se retrouve ce soir à 19h. Je vous laisse en compagnie de Frédéric Yop et de son invité pour la suite de La Voix est libre. C'est à vous Fred. Merci Julien, on vous retrouve ce soir pour le 19-20. La Voix est libre continue avec le professeur Bruno Lina, avec le docteur Renaud Baron et avec la journaliste Brigitte Bègue. On va reprendre le débat là où on s'est arrêté tout à l'heure et on va repartir sur ces fameuses études contradictoires qui, un jour, pointent du doigt les effets secondaires d'un vaccin. 6 mois plus tard, une autre étude vient contredire la première et vice-versa. C'était le cas notamment sur les vaccins contre l'hépatite B, les vaccins contre les papillomavirus. Et il est beaucoup question dans ces études, et de plus en plus, et les associations s'en saisissent, des adjuvants au sel d'aluminium qui font vraiment polémique. Brigitte. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un professeur qui travaille en France sur ce sujet qui s'appelle le professeur Gherardi. Il est en train de mener une étude, on aura les résultats en 2016. Il est en train de mener une étude donc financée par les autorités sanitaires françaises sur l'hydroxyde d'aluminium, qui est donc l'adjuvant que l'on met dans les vaccins depuis 1927. Il se pourrait qu'il y ait un problème avec cet adjuvant. Alors sur des millions... C'est une supposition. Sur des millions de gens qui ont été vaccinés, on peut se dire que peut-être il n'y a pas tant de problèmes que ça. Mais néanmoins, il se pourrait qu'il y ait une susceptibilité, ce qu'on appelle une susceptibilité génétique, à cet adjuvant qui est mis dans les vaccins pour booster un peu leur efficacité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous disais, avec le vaccin contre le papillomavirus. Il y a 10 procès en pénal sur des jeunes filles, parce que c'est un vaccin qui est préalable destiné aux jeunes filles, qui ont déclenché une maladie auto-immune, notamment les scléroses en plaques, quelques jours après
après, puis assez vive, assez méchante, la sclérose en plaques, vraiment avec des maladies très invalidantes, quelques jours ou quelques semaines après la vaccination. Et donc les parents et ces jeunes filles font un rapprochement entre le vaccin et le déclenchement de la maladie. Et c'est pour ça que ça pose vraiment beaucoup de polémiques. En tout cas, il y a une interrogation. Il n'y a pas de lien aujourd'hui de causalité démontrée entre la vaccination et notamment une lésion qui est appelée la myofascite à macrophage, où on trouve des résidus d'aluminium à l'endroit, au point d'injection du vaccin. Et le professeur Gherardi montre que justement, sur des souris, on pourrait avoir une migration des particules d'aluminium qui passerait par la rate, le foie, et irait au bout de 135 jours chez les souris, hein, je dis bien, irait jusqu'au cerveau. Donc il faut voir si ces études sont reproductibles sur l'homme, mais en tout cas il y a des soupçons qui pèsent sur cet adjuvant. Et le problème, c'est que dans la vaccination, les effets graves sont pris en considération à court terme seulement et jamais à long terme. Donc, dans la balance bénéfice-risque qui sert justement au comité technique des vaccinations et puis aux autorités sanitaires pour dire on met ce vaccin au calendrier vaccinal et on le rembourse, dans la balance bénéfice-risque, jamais ces effets différés à très long terme ne sont pris en compte. Et même les médecins ne sont pas au courant, les patients eux-mêmes parfois ont du mal à faire le lien entre une vaccination et des symptômes qui vont se produire. Donc c'est très compliqué, mais en tout cas il y a des vrais soupçons sur les adjuvants aluminiques. Professeur Lina, vous êtes un chercheur. Est-ce qu'on peut se passer ces adjuvants qui posent tant de problèmes ? Les adjuvants ont rendu des services considérables depuis le début de la vaccination. Parce que les adjuvants au sel aluminium, il y en avait depuis combien de temps ? Ça existe depuis très longtemps. Je ne sais pas quel est le premier vaccin qui s'est servi des sels d'aluminium, mais c'est vraiment un adjuvant qui est utilisé depuis très longtemps. Et on a administré et vacciné des milliards de personnes avec des vaccins contenant du sel d'aluminium. Et on est aujourd'hui sur probablement une crête de vague où il peut y avoir quelques effets secondaires qu'il reste à relier éventuellement à ces sels d'aluminium. C'est extrêmement difficile à étudier. Ce sera difficile de prouver pour, ce sera difficile de prouver non. Et en pratique, l'incertitude reste dans l'esprit des gens, avec ceux qui sont convaincus que forcément il y a des effets secondaires et ceux qui sont convaincus que forcément il n'y en a pas. Parce que avoir une étude claire qui va pouvoir vous dire il n'y en aura pas, il faut faire des études où il y a 3 millions de personnes qui sont suivies, où on fait un suivi effectivement très prolongé sur le temps, et c'est totalement irréalisable. Donc il va falloir qu'on s'appuie sur des modèles. Les modèles peuvent nous donner des informations. Alors aujourd'hui, l'évolution est de se dire, comme il y a un problème sur ces adjuvants, ne serait-ce que sur l'acceptabilité, il y a de plus en plus de recherches pour essayer de s'en passer. Il faut travailler pour se passer des adjuvants. Et ça fait partie des travaux qu'on fait au laboratoire sur un certain nombre de vaccins, où on essaye de faire des vaccins qui sont sans adjuvants et qui permettent d'induire une réponse immunitaire qui est aussi bonne que celle qu'on observe avec des vaccins avec adjuvants. Mais c'est compliqué, parce que ce qu'il faut au bout du compte, revenez à ce qu'on disait au tout début par rapport au vaccin, il faut que le vaccin protège. D'ailleurs, dans votre laboratoire, le VIRPAT, laboratoire de viropathologie humaine, il y a actuellement une expérimentation en cours pour permettre d'extraire les fameuses les protéines antigéniques, c'est-à-dire ce qui déclenche l'immunité chez l'être humain, si j'ai bien compris, de façon plus pure, parce qu'elles ne sont pas avec les procédés actuels. C'est-à-dire qu'il y a un gâchis, globalement, et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut un peu booster le système. Exactement. Alors, je rassure tout le monde, et Madame Rivasi, c'est de la recherche faite avec de l'argent public, et exclusivement public. Il s'agit d'avoir un procédé de purification des protéines vaccinales de façon à ce qu'on ait un meilleur rendement, effectivement, c'est-à-dire qu'on peut utiliser avec une production moins de ce qui est produit pour obtenir une meilleure protection, et cette protection sera dirigée de façon plus spécifique vis-à-vis de ce qui est plus important en termes de réponse. Et on voit bien que là, on n'a pas forcément besoin d'avoir des adjuvants, c'est la qualité de la réponse qui est liée à la qualité de la préparation au départ. À la qualité de la protéine antigénique qui fait la réponse immunitaire du corps. On va parler maintenant de la politique, plus globalement la politique vaccinale en France. Il y a actuellement une commission parlementaire qui travaille sur cette obligation vaccinale. Les associations qui militent pour l'abandon de l'obligation, on l'a vu tout à l'heure, le DT polio, sont très méfiantes. Elles estiment que les réflexions actuelles n'ont pas pour but final la santé publique, mais l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires et donc le profit des sociétés pharmaceutiques. Vous m'avez dit, c'est le discours habituel. Cependant, ces réflexions permettent à ces associations de donner de la voix et affûter leurs arguments
Nous avons recueilli celle d'un membre de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations qui milite bien sûr contre l'obligation vaccinale. On l'écoute, c'est Jean-Pierre Offray. 56% des médecins s'interrogent sur l'utilité des vaccins administrés aux enfants et 31% sur leur sécurité. Le Haut Conseil de la santé publique admet désormais que la politique vaccinale relève d'un débat que les autorités se doivent d'organiser. À la place, nous voyons se multiplier les articles et les émissions à sens unique. Monsieur Lina, êtes-vous prêt à ce débat et à admettre que les Français sont aujourd'hui capables de prendre leurs responsabilités en matière de prévention contre les maladies infectieuses? Alors, je suis persuadé, vu qu'ils se vaccinent. Enfin bon, après, la liberté de la vaccination, c'est aussi de se faire vacciner. Ensuite, mais est-ce qu'eux, ils militent pour arrêtons d'obliger les gens? C'est comme le cas de ce couple dans Lyon qui est actuellement en procès parce qu'ils ont refusé de vacciner leur petite fille contre le DT, avec le vaccin DT polio. Ça a été un véritable scandale. C'est monté jusqu'au Conseil constitutionnel parce qu'ils estimaient que c'était une atteinte à leur liberté de santé de ne pas vacciner leur fille. Le Conseil constitutionnel a tranché, a dit non. C'est la sécurité sanitaire globale qui bénéficie plutôt à l'esprit personnel. Oui, si j'ai bien compris. Mais je crois qu'il faut bien comprendre, j'ai suivi de très près et j'avoue, je le dis très simplement, moi je suis ravi de la décision qui a été prise. Il n'empêche qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a une obligation vaccinale vis-à-vis de 3 agents pathogènes. Et c'est vrai que je rejoins ces personnes, il n'est pas tout à fait normal qu'on ne puisse pas utiliser un vaccin qui ne comporte que ces 3 valences. Il existait jusqu'en 2008, il n'existe plus. Oui, il est plus difficile à trouver, voire impossible à trouver. Et ça n'est pas normal, c'est vrai. Parce qu'on peut parfaitement, dans le cadre où on a une obligation vaccinale, de fait, il y a des vaccins obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. On sait qu'il y a un travail de réflexion là-dessus pour éviter que la perception des vaccins non obligatoires soit qu'il s'agit de vaccins facultatifs. Ils ont leur intérêt. Pour l'instant, je milite très fortement sur l'obligation vaccinale parce qu'on est dans une phase d'éradication de la polio. À la fin de cette année, l'OMS va déclarer qu'un des 3 virus qui provoquent la polio va être éradiqué. Ça fait 10 ans qu'on ne l'a plus trouvé sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des campagnes de vaccination massives et que de fait, les seuls agents pathogènes pour lesquels on peut de façon certaine ne plus vacciner personne, c'est ceux qui ont disparu. Et ça, c'est le cas de la variole, notamment. Exactement. Et ça, on ne peut le faire. C'est un investissement sur l'avenir. Et c'est là où le Conseil d'État a réfléchi dessus. On est en train de faire pour très court terme on est presque arrivé un à la fin de la polio. investissement sur l'avenir qui est la fin de la polio et l'arrêt total de toute vaccination polio dans 2 ans, 3 ans. Donc c'est quelque chose qui est immédiat. Si on baisse la garde maintenant, on risque d'être avec 15 ans, 20 ans d'efforts qui tombent par terre parce qu'on n'aura pas tenu 3 ans de plus. Donc ce serait terrible. Mais de nouveau, en termes d'obligation vaccinale, je crois que le débat est très clair. Il faut qu'il soit posé, mais il faut aussi, à un moment donné, que ceux qui sont contre, si jamais le débat dit il faut le maintenir, eh bien ils acceptent cette décision aussi. Votre avis, docteur ? Oui, effectivement, il y a un risque. Effectivement, si toutes les vaccinations devenaient recommandées, c'est qu'on ait une diminution de la couverture vaccinale. C'est à craindre. Et je ne sais pas, effectivement, moi, si tous les Français sont prêts à se dire les vaccins sont recommandés, mais je décide malgré tout de me faire vacciner parce que la vaccination, c'est important pour moi-même, mais aussi pour mon entourage. Et je ne sais pas dans la mentalité des Français si c'est effectivement le cas. Donc il y a les détracteurs, mais je pense que ça serait beaucoup plus clair si l'ensemble des vaccinations devenaient recommandées et peut-être qu'il y aurait moins de polémiques et moins de scepticisme. Brigitte Beg. Dans les autres pays d'Europe, les vaccins sont recommandés et les gens se font vacciner. Donc je ne vois pas pourquoi en France, si on supprimait l'obligation vaccinale, je ne vois pas pourquoi les gens arrêteraient de se faire vacciner. Si on leur dit bien que le vaccin est utile, si on leur montre bien ou on leur démontre bien par des études
indépendantes, parce que moi je trouve que c'est très important. Il est vrai que les études qui sont faites sur la vaccination, et c'est un des problèmes sur les vaccins, c'est le même problème avec les médicaments, sont souvent des études qui sont faites donc par les laboratoires, et après tout ça est validé par des experts, mais des experts qui souvent ont des liens d'intérêt, voire des conflits d'intérêt avec les laboratoires. Donc des liens d'intérêt, les experts ne sont pas des gens malhonnêtes, c'est pas le problème. Des liens d'intérêt, ça peut être des liens d'amitié, ça peut être juste des liens d'amitié, mais néanmoins, des liens d'amitié, ça biaise peut-être un petit peu. Ça laisse un doute sur les avis qui sont donnés. Donc, neutralité. je pense que les autorités sanitaires, c'est pareil. Si elles voulaient redonner confiance aux Français envers la vaccination, elles devraient décider de financer des études indépendantes. Il nous reste quelques secondes pour terminer. La parole est au professeur Lina, mais vraiment quelques secondes. Oui, sur les vaccinations et le risque de voir baisser la couverture vaccinale, c'est pas quelque chose qui est juste fantasmé. C'est-à-dire qu'on l'observe déjà et on voit en particulier en Allemagne actuellement, où il y a une baisse de la couverture vaccinale, ressurgir des maladies qui avaient disparu. Des enfants meurent de la coqueluche en France, de plus en plus là-bas aussi. On a vu réapparaître la rubéole et la rougeole. Je vous rappelle qu'il y a eu, il y a 3 ans, 5 enfants qui sont morts de la rougeole en France. Ça faisait 20 ans que ça n'était pas arrivé. Et il a fallu donc qu'il y ait une baisse de la couverture vaccinale pour qu'on ait une épidémie de rougeole et des décès. Et il y aura, dans 5 ou 6 ans, des leucoencéphalites liées à des infections qui persistent à cause de la rougeole. Tout simplement parce que ces enfants ne sont pas vaccinés. Donc, la vaccination, c'est important. Et surtout, ce n'est pas que pour soi. On oublie que la vaccination, c'est aussi pour les autres. Merci beaucoup, professeur Lina. C'était le mot de la fin parce que nous sommes au terme de cette émission qui est vraiment passée très très vite. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi, docteur. Merci beaucoup, Brigitte Bègue. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre « Vaccin, le vrai du faux », qui est un livre que je conseille à nos téléspectateurs puisqu'il est vraiment très clair et très concis. Avant de se quitter, il me reste à vous donner nos programmes de cet après-midi. France 3 vous propose un documentaire sur le zoo de la Tête d'Or qui va vous faire découvrir l'histoire et les coulisses de ce lieu en plein cœur de Lyon. Un zoo dans la ville, c'est à 15h20. Et puis à 16h15, ce sera Chronique d'en haut. Laurent Guillaume vous présentera le 2e épisode de la fabuleuse histoire du ski, où comment, en un peu plus d'un siècle, la naissance et le développement des sports d'hiver ont changé le destin et la vie des montagnards. Et puis samedi prochain, La Voix est libre sera consacrée à l'évolution du tourisme en Rhône-Alpes. Ce sera une émission Rhône-Alpes-Auvergne qui sera faite à partir du Pont d'Arc. Vous retrouvez à la présentation Olivier Michel. Et ne ratez pas le samedi après-midi, samedi 25 avril, une émission exceptionnelle consacrée à l'ouverture au public de la caverne du Pont d'Arc en Ardèche. Paul Satis vous fera découvrir des images inédites de la vraie grotte Chauvet. C'est la fin de cette Voix libre. Merci de l'avoir suivi. Passez un très très bon après-midi et surtout prenez soin de vous.